Ok, donc on va pouvoir repartir sur ce nouveau cours magistral. Hier, on a vu la gestion du JavaScript, la création du JavaScript et son ascension dans le monde du développement web depuis 1995 jusqu'à nos jours. On a pu faire un TP sur ce sujet où on a vu toutes les différentes subtilités qu'il y avait à avoir. Aujourd'hui, j'aimerais qu'on aborde l'apport de certaines librairies UI. Pourquoi? Parce que déjà, dans notre premier TP, on constatait qu'on avait parfois des petites problématiques avec la gestion de l'interface, la gestion du DOM elle-même. Le JavaScript natif a quelques limites, notamment quand on arrive sur des applications un peu complexes, des applications qui vont grossir, des applications où il y aura beaucoup d'interactions et beaucoup de données à gérer. Alors aujourd'hui, on va parler grosso modo de l'historique, du contexte, quelles sont les limites qu'on trouve avec le JavaScript et quelles sont les limites qu'on va trouver aussi aux toutes premières librairies UI qui étaient sorties à l'époque, dans les années 2000, et on va bien sûr passer par la révolution jQuery et encore une fois tirer les conclusions par rapport aux limites de cette librairie jQuery qui a pourtant été vraiment excellente pour l'écosystème JavaScript, puisque aujourd'hui le JavaScript a intégré certaines des fonctionnalités les plus phares, on va dire, de jQuery. Et enfin, on pourra arriver sur le sujet de ce cours magistral et sur le sujet du prochain TP, c'est-à-dire la librairie React.js. Donc, on est parti. Je rappelle quand même ce qu'on racontait déjà dans le premier cours sur le JavaScript Vanilla. Donc le JavaScript, l'ECMAScript, donc l'implémentation qui a été faite de cette norme qui s'appelle l'ECMAScript. Le JavaScript, c'est un langage, c'est-à-dire que ça définit des syntaxes, ça définit des comportements, ça définit comment est-ce qu'on crée une fonction, comment est-ce qu'on crée une variable, comment est-ce qu'on fait un tableau, comment est-ce qu'on boucle, comment est-ce qu'on fait des conditions. C'est un langage. Mais ce langage peut être utilisé dans différents environnements d'exécution. Vous en avez deux principaux, je dirais même il n'y en a que deux, à moins que j'en loupe. Peut-être un troisième avec Deno, qui est un nouvel environnement d'exécution, on va dire, pour du TypeScript. Donc c'est quand même vraiment complètement autre chose. Grosso modo, vous avez deux environnements d'exécution qui sont soit le navigateur, donc le JavaScript au sein du navigateur pour gérer des applications web, soit le JavaScript en dehors du navigateur, donc dans l'environnement d'exécution Node. Et alors évidemment, vous n'aurez pas accès aux mêmes fonctionnalités en suivant si vous êtes dans le navigateur ou si vous êtes sous Node. Évidemment, avec Node, on va vous proposer des fonctionnalités d'accès au disque dur, des fonctionnalités de gestion HTTP, etc., etc. Dans le navigateur, on va vraiment se centrer sur la gestion de la page, la gestion du document HTML, donc du CSS, des balises, des éléments HTML sur lesquels vous voulez agir, et aussi sur des éléments qui vous sont proposés par le navigateur lui-même. Et tout ça, c'est ce qu'on appelle la Web API. Donc la Web API, grosso modo, rappelez-vous, c'est tout simplement l'ensemble des constructeurs des navigateurs, donc Google, Microsoft, Apple, Mozilla évidemment, qui a une place centrale dans ce jeu-là, qui vont se mettre d'accord pour dire voilà ce qu'une développeuse ou un développeur JavaScript doit pouvoir trouver dans nos navigateurs comme fonctionnalité. Et donc, évidemment, cette Web API, on en a parlé, son point central, c'est le DOM, le Document Object Model, qui sont en fait un ensemble de fonctionnalités, d'interfaces et d'objets qui nous permettent de travailler sur les éléments HTML, sur la structure HTML de notre page. Un autre élément phare aussi de cette Web API, c'est le navigateur lui-même, avec l'interface Window, le petit objet Window qui va nous donner une tonne de fonctionnalités pour travailler avec le navigateur, donc sur des fonctionnalités qui vont pouvoir avoir lieu en fond, en background, avec évidemment la possibilité de faire de l'asynchrone, de faire du timing, donc avec les fameux set timeout et set intervalle, la possibilité de faire éventuellement même des requêtes HTTP avec la fameuse fetch, la possibilité d'utiliser les API audio, les API vidéo, donc de travailler sur du MP3, sur du flux vidéo, et aussi, pourquoi pas, si vous allez encore plus loin, la possibilité de travailler sur de la géolocalisation, de travailler sur l'orientation, si on est sur mobile par exemple, de travailler sur toutes sortes de choses. Alors nous, les librairies qui vont nous intéresser aujourd'hui ne touchent pas du tout à cet aspect-là, l'aspect Windows. Nous, on va s'intéresser plutôt à l'aspect Document Object Model, puisqu'on parle aujourd'hui de librairies UI. Ce sont des librairies qui vont nous aider à travailler là-dessus. Alors pourquoi est-ce qu'il nous faut des librairies pour travailler là-dessus? On l'a vu, il y a certaines limites. Et on va voir que souvent le code va devenir assez compliqué, et surtout dans les années 2000, donc 1990-2000, c'était vraiment complexe.
Surtout, la difficulté qu'on va avoir aussi, c'est que, pas au niveau du DOM principalement, mais malgré tout, on va avoir une difformité, je sais pas, c'est l'inverse de uniformité, non? En tout cas, une différence qui va être de plus en plus embêtante entre les différents navigateurs dans les années 2000. IE d'un côté, donc Microsoft d'un côté, avec en plus des différences entre IE7, IE6, IE8, donc ça c'était déjà l'enfer, et le reste du monde de l'autre côté qui a une autre implémentation du JavaScript et qui fait que parfois, un code qui marche chez l'un ne marche pas chez l'autre, et du coup, ça va être un problème, parce qu'il va falloir parfois, moi j'ai souvenir de projets où on provisionnait carrément des jours entiers pour dire, si vous voulez que ça marche sur tous les navigateurs, ceux de Microsoft et ceux des autres, il va falloir qu'on travaille plus, il va falloir qu'on vérifie que chaque code fonctionne correctement dans tous les navigateurs. Donc ça, c'était assez compliqué à l'époque. Et arrive en 2006, donc, une petite révolution avec l'arrivée de la librairie jQuery. Alors, qu'est-ce que nous promet jQuery dès 2006? Tout d'abord, de la simplicité. En gros, jQuery, c'est un ensemble de fonctions, et globalement, ça se représente par une fonction qui s'appelle $, donc très simple à appeler. Et cette fonction va nous permettre d'aller beaucoup plus vite sur des tâches comme la récupération d'un élément dans le HTML, la manipulation de cet élément, son texte, son contenu, son HTML, son style, tout ce qui se passe au niveau de cet élément HTML-là, sa manipulation va être beaucoup plus simple, beaucoup plus claire. Ensuite, ça va nous apporter une simplicité notamment au niveau des animations, puisqu'à l'époque, les animations CSS, c'était pas encore ça. Donc les animations se faisaient en JS. Aujourd'hui, on fait plus du tout ça. Aujourd'hui, les animations, c'est du CSS qui le gère. C'est tant mieux, parce que comme ça, au moins, c'est le moteur graphique du navigateur qui va le gérer. C'est beaucoup plus performant. Mais à l'époque, ça n'existait pas. Donc jQuery nous amenait l'idée de faire des animations en JavaScript. Donc de faire bouger des éléments, de les faire grandir, grossir, et ce, de façon animée. Et enfin, la simplicité. Pourquoi? Parce que la librairie a été designée de telle sorte que les fonctionnalités sont hyper claires et surtout on a une interface fluide. Alors l'interface fluide, pour ceux qui ont fait du design pattern, c'est la programmation fluide, c'est l'idée que vous puissiez rappeler après une méthode sur un objet, rappeler encore une autre méthode, puis encore une autre méthode, puis en gros enchaîner les appels de méthode sur un objet, et c'est la façon dont jQuery a décidé d'être construite. Si vous avez déjà fait par exemple du query builder en Java ou en PHP ou ce genre de choses, c'est vraiment très utilisé pour les patterns builder, donc c'est quelque chose que vous allez voir ensuite dans un extrait de code que je vous montrerai. Deuxième avantage de jQuery, le principal en réalité, c'est l'uniformité qu'il va nous apporter. Parce que jQuery va nous dire, écoutez, vous vous rappelez tous les moments où vous faisiez des if et des else pour savoir si je suis sur Microsoft, je vais m'y prendre comme ça, si je suis sur Mozilla, je vais plutôt m'y prendre autrement. Tout ça, vous n'avez plus besoin de le faire. Parce que tous les cas un peu limites où on avait besoin de faire cette distinction entre Microsoft et le reste du monde, eh bien jQuery l'a embarqué, l'a encapsulé dans ses fonctions de telle sorte que nous, dans nos codes JavaScript, nous appelons les fonctions de jQuery et il nous garantissait à l'époque que ça marcherait sur tous les navigateurs. Alors c'est notamment le cas pour certains événements, puisque par exemple, entre Internet Explorer et Mozilla, on n'avait pas le même événement pour dire quand la page est chargée, le fameux DOM Content Ready, quand on a lu le contenu du DOM, c'est un événement très utile pour déclencher du code quand les éléments ont été chargés. Eh bien, avec jQuery, on pouvait dire, voilà, quand la page est prête, et lui, derrière le rideau, disait, si on est sur Microsoft, ça veut dire qu'on parle de cet événement, si on est ailleurs, ça veut dire qu'on parle de cet événement-là. Et c'est pareil pour l'Ajax, et je vous montrerai, c'est particulièrement parlant, dans une slide où je vous montre ça, c'est particulièrement parlant. Encore une fois, sur Microsoft et sur le reste du monde, on ne faisait pas de la même façon, ça nous obligeait à vraiment faire des choses un peu dégueulasses. jQuery nous dit, voilà, vous inquiétez pas, j'ai des fonctions pour ça, ne vous inquiétez plus de savoir sur quel navigateur vous travaillez. Alors malgré le fait que jQuery soit obsolète aujourd'hui, et ça fait, voilà, vraiment on est sur la fin de jQuery, il n'y a plus... je ne crois pas qu'il y ait de projet actuellement qui se crée en disant tiens, venez, on importe jQuery. Néanmoins, jQuery reste au 5 janvier 2022. Je vous ai mis l'adresse ici pour savoir d'où je tiens cette information. WebTech, W3Tech, je ne sais pas dans quelle mesure c'est précis, mais ça me semble pas illogique. Aujourd'hui, jQuery reste utilisé dans 80% des sites web. Alors, je vous donne mon hypothèse, je ne sais pas si c'est le cas. À mon avis, ça vient de la prépondérance de WordPress sur le web. Vous savez que WordPress, le système de blogging, a vraiment une place gigantesque sur le web mondial aujourd'hui. Et à mon avis, ça vient aussi du fait du coup que les créateurs de templates WordPress, qui sont la plupart du temps des designers et non pas des développeuses ou des développeurs, donc ces gens-là, quand ils ont besoin d'un carrousel, quand ils ont besoin d'un effet, quand ils ont besoin de quelque chose, souvent vont malgré tout avoir une propension à utiliser jQuery
Pourquoi? Bah parce que c'est plus simple et parce qu'il y a plein de plugins qui ont déjà été développés pour faire voilà, des carousels, des accordéons, ce genre de choses. Et donc, ça doit être probablement plus simple de se dire, bah vas-y, je vais faire ça avec jQuery. Mais ce qui fait que encore aujourd'hui, 80% du web, a priori, serait stuffé avec du jQuery, malgré l'obsolescence de cette bibliothèque. Alors pourquoi obsolète? Parce que ça a tellement été une révolution, ça a tellement été adopté par les développeuses et développeurs du monde entier, que depuis 2006, donc pendant les 10 années qui ont suivi, jusqu'à environ, on va dire, la grosse révolution ECMAScript 6 en 2015-2016, eh bien, on a intégré petit à petit les comportements de jQuery au sein, finalement, du langage JavaScript lui-même. Alors ça, c'est incroyable. Alors, ici, un petit exemple quand même. Vous avez en haut, comment est-ce qu'on faisait dans les années 2000 pour aller chercher un élément par son identifiant. Imaginez un bouton dont l'identifiant est ID, ben on allait chercher comme ça. En dessous, voilà comment on le faisait avec jQuery. Encore une fois, aujourd'hui, vous pourriez vous dire, mais attends, mais ça, c'est pas du tout nouveau, le fait d'aller chercher un élément par un sélecteur CSS. Eh bien si, en 2006, ça n'existait pas. C'est jQuery qui apporte cette idée de dire, attendez, on va pouvoir sélectionner des éléments grâce à des sélecteurs CSS, et non plus uniquement que par leur ID, ou par le nom de leur classe, ou par le nom de leur tag. Donc tout ça, c'était compliqué à mettre en place. jQuery arrive avec cette fameuse fonction $ en disant, voilà, mettez-moi un sélecteur CSS et je vais aller vous chercher l'élément qui convient. Alors, ce qu'il faut savoir, c'est que ce que jQuery nous renvoie, c'est pas l'élément lui-même, c'est l'élément plus des super fonctionnalités qui vont dessus. Et du coup, on va pouvoir le voir ici, typiquement, en haut, quand je fais un document.getElementById et je vais prendre l'élément qui a l'identifiant myId, eh bien, je vais pouvoir appeler dessus des fonctionnalités classiques de la DOM, de l'API, de la Web API. Et ensuite, je vais voilà, vraiment faire appel à add-event-listener, etc. Alors que regardez, quand je vais chercher le même élément avec jQuery, avec son sélecteur, eh bien, je peux appeler une fonction qui n'existe pas dans la Web API classique, c'est la fonction on. Pourquoi elle n'existe pas? C'est simplement que jQuery a rajouté, a enrichi, si vous voulez, l'élément avec cette fonction on qui va me permettre d'écrire de façon beaucoup plus simple la même chose qu'en dessus. Donc vous voyez, le slogan est respecté ici. jQuery, c'est write less et faites plus. En gros, écrivez moins et faites plus. Alors ici, toujours pareil, à gauche, le code vanilla.js pour dire je prends un élément et je change son inner HTML, donc je change son contenu HTML, puis ensuite je change son contenu textuel, puis ensuite je change son style. Voilà l'équivalent jQuery. Et là, on retrouve effectivement cette fameuse interface fluide dont je vous parlais. Vous voyez, ici, je prends l'élément et j'appelle une méthode HTML hyper claire qui me permet de changer son contenu HTML. Puis, je rappelle dessus la méthode text qui me permet de changer son contenu textuel. Puis en dessous, je fais du CSS. Alors on dirait carrément que je suis en train d'écrire dans un fichier CSS ici, avec les accolades et les règles de style qui s'appliquent ici. Alors ça reste du JavaScript, vous voyez, c'est l'embryon de ce qu'on appellerait aujourd'hui le CSS in JS, ce qui est quand même beaucoup plus clair ici en termes de règles de style, d'écrire ces règles-là, plutôt que ce qu'on voit à gauche en Vanilla.js, là-bas tout au fond, là, ce qu'on voit tout au fond, écrit ligne après ligne de manière procédurale. Là, ici, c'est quand même beaucoup plus propre. Donc voilà les facilités qu'il nous offre, et voilà, alors là c'est ce dont je vous parlais tout à l'heure, voilà en 2006, comment vous faisiez un appel, donc sur la gauche là-bas, comment vous faisiez un appel HTTP, entre IE et Firefox, vous étiez obligé de faire un if, parce que l'objet n'était pas le même. Sur Firefox, etc., c'était un objet qui s'appelait un XML HTTP request. Sur Microsoft, eh bien, il fallait utiliser un ActiveX Object en lui passant un paramètre pour obtenir l'objet. Alors l'avantage, c'est que les deux suivaient la même interface, donc on avait vraiment les mêmes méthodes dessus, mais quand même la création, c'était quelque chose d'assez hardcore. Puis même l'utilisation, regardez, l'utilisation, on était obligé de définir, voilà ce qu'on va faire quand notre requête va changer de statut, sous-entendu quand elle va toucher le serveur ou quand elle va revenir chez nous. Et puis en dessous, on ouvrait la connexion et on balançait la requête HTTP. Regardez, au niveau jQuery ici, c'est merveilleux. C'est hyper simple, on n'a plus du tout besoin de se demander sur quel navigateur on se trouve, et puis surtout l'interface, l'API pour pouvoir dire voilà, quand c'est fini, je veux faire ça, quand il y a une erreur, je veux faire ça. C'est beaucoup plus simple que ce qu'on voyait tout là-bas à gauche. Alors, je vais revenir quand même sur ce qui nous intéresse pendant cette semaine thématique, à savoir les single page applications. Pourquoi? Parce que c'est vraiment c'est ça qui a motivé l'évolution du JavaScript, l'évolution de l'écosystème JavaScript, et du coup front-end aussi, parce que je pourrais parler aussi de l'évolution du CSS avec les préprocesseurs SAS, etc. Mais ce qui a vraiment du coup motivé tout cet environnement, tout cet écosystème à monter en qualité, à monter vraiment en puissance, c'est l'émergence des single page applications. Et vous vous rappelez que les single page applications, leur pilier c'était quoi? Tout d'abord, évidemment, l'interface, puisqu'on va vouloir
gérer beaucoup d'interactions avec l'utilisateur, afficher beaucoup de choses, beaucoup de données, afficher beaucoup de traitements aussi, permettre de faire beaucoup de traitements. Vous avez aussi évidemment la gestion du routing, le fait qu'on puisse dire que telle URL va afficher telle fonctionnalité et telle autre une autre fonctionnalité, et bien sûr la communication avec le backend, c'est-à-dire les requêtes HTTP qui vont nous permettre d'envoyer des données à un serveur et de récupérer des données sur un serveur. Et bien jQuery ici, il va nous aider finalement sur deux tâches simplement. La gestion de l'interface d'une part, et puis la gestion de la communication avec le backend. On l'a vu avec la fameuse fonction Ajax qu'on a vu tout à l'heure, les fameuses fonctionnalités que nous propose jQuery pour faire de l'Ajax. Alors, bien sûr, tout ça est très sympa, mais tout ça n'est pas suffisant. Pourquoi? Parce que les single page applications vont devenir des applications vraiment très complexes, et du coup, le simple fait de rajouter, si vous voulez, comme le fait jQuery, un sucre syntaxique, c'est-à-dire en fait finalement jQuery, ça ne change pas fondamentalement ce que j'ai à faire. C'est simplement qu'au lieu d'écrire .innerHTML égale, j'écris .html et entre parenthèses, je donne la valeur. Au lieu d'écrire .addEventListener, click, etc., j'écris .onClick. Bon, c'est sympa, d'accord, mais ça ne va pas changer fondamentalement la façon dont j'interagis avec le DOM dans JavaScript. C'est-à-dire que si j'ai une application très complexe, eh bien, il va falloir s'attendre à avoir aussi un code très complexe au niveau des interactions qu'on va avoir avec les éléments. Alors, pourquoi je vous dis ça? Au plus vous allez avoir de données et de traitements dans votre JavaScript, au plus vous allez avoir besoin d'interagir avec l'interface HTML. Typiquement, si vous avez trois états, imaginons un état A, un état B, un état C. État A, je suis déconnecté. État B, je suis connecté et le nom de mon utilisateur, et je ne suis pas administrateur. État C, je suis connecté et en plus on m'a donné les droits d'administrateur. Vous voyez que pour chaque changement d'état, moi je vais avoir des choses à faire au niveau du HTML. Typiquement, je ne suis pas connecté. État A, je passe à l'état B, je suis connecté. Bon, on va supprimer le formulaire de login. On va supprimer dans la barre de navigation le lien qui permet d'aller à la page de connexion. On va rajouter au contraire une petite photo de mon utilisateur, un bouton déconnexion. On va interagir avec le DOM pour aller le mettre à jour. Et tout à coup, l'état C arrive. Tiens, on m'a donné les droits d'admin. Ah, il va falloir rajouter tel et tel bouton à tel endroit. Ah tiens, il va falloir enlever tel bouton ici parce qu'il n'a plus de sens vu qu'on est admin maintenant. Et puis, imaginez, vous repassez, tiens, on m'a enlevé les droits d'admin. Ah, il va falloir aller enlever des boutons, enlever des choses et rajouter d'autres choses à la place. Ou au contraire, je suis admin et puis je me déconnecte. Tiens, il va falloir tout virer, remettre le formulaire de login, etc. Donc, vous voyez que chaque état, chaque information qu'on a et qui drive notre interface, chaque changement donne lieu à beaucoup d'interactions avec le DOM et c'est très compliqué à gérer. D'autant plus compliqué que quand notre application grandit, regardez, je ne fais ici que rajouter deux états, mais ça me donne une multitude de nouvelles choses à prendre en compte, puisqu'on peut passer de l'état B à l'état D, à l'état E, etc. Et encore ici, il manque des liens entre l'état D et l'état E, par exemple. Mais vous voyez que ça rajoute encore des contraintes. Dites-vous qu'à chaque changement entre ces différents états, j'ai une procédure à mettre en œuvre pour dire je vais aller enlever tel bouton, tel bouton, tel bouton, je vais aller rajouter tel div, telle photo, etc. Donc ça devient un enfer cognitif à gérer. Et ça, évidemment, ça débouche sur un problème qui est le code spaghetti. Évidemment, c'est-à-dire qu'au plus je vais rajouter de possibilités de données dans mon application et de traitements dans mon application, au plus je vais me retrouver à interagir constamment avec le DOM et du coup, mon code va s'en ressentir. Je vais avoir partout je vais choper tel élément, puis je vais le supprimer, puis je vais attraper tel élément, je vais rajouter un listener sur le clic, etc. Donc ça va devenir très complexe. Et donc les états complexes, donc les applications qui ont beaucoup de données, et dont l'affichage dépend de beaucoup de données, oui, mais s'il a plus de 18 ans, mais s'il a moins, on va mettre tel bouton, tel truc, ça devient un enfer cognitif. Et bienvenue du coup, à cause de ces limitations, bienvenue du coup dans l'ère des frameworks. Alors, c'est mal dit, pourquoi? Parce que à partir des années 2000, on va avoir beaucoup de librairies telles que jQuery, puis ensuite des librairies encore plus poussées qui vont sortir, mais ce sont des librairies, ce ne sont pas des frameworks. Ici, le seul framework que vous voyez à l'image, c'est ça, c'est Angular. Ce que vous voyez en dessous, c'est React, ce n'est pas un framework, c'est une librairie. Alors, la différence quand même, je la refais, même si vous êtes en master, donc vous connaissez quand même ces concepts-là, mais on ne sait jamais, je rappelle les basiques. Une librairie, c'est quelque chose de limité sur une mission particulière. Le but d'une librairie, c'est de répondre à un objectif. J'ai une librairie pour m'aider à traiter les dates. J'ai une librairie pour m'aider à traiter certains calculs complexes. J'ai une librairie pour m'aider à traiter les appels HTTP. J'ai une librairie pour m'aider à traiter le DOM, jQuery. Je veux travailler plus facilement dans le DOM. Ok ? Le framework, il vous dit pas ça. Le framework, il vous préexiste. Il dit non, attends, déjà, tout ton projet, tu vas le faire dans mon framework.
Donc ça veut dire que tu peux pas juste m'ajouter à un site déjà existant. Non, non, tu vas créer ton projet dans mon framework. Et puis, je vais t'aider sur toutes les tâches, pas uniquement sur une mission précise. Je vais t'aider sur le DOM, je vais t'aider sur les appels HTTP, je vais t'aider éventuellement sur les dates, je vais t'aider sur plein de choses. Mais par contre, tu vas obéir à mes règles, d'où le cadre de travail. Donc c'est vraiment deux choses complètement différentes. Et donc en JavaScript, on a appelé ça l'ère des frameworks, puisqu'il y a eu React, Vue, Ember, Bone, Angular. Mais en réalité, ce n'était pas réellement des frameworks, puisque à aucun moment, ils ne vous imprimaient une façon de travailler. Alors, ces frameworks, quel a été leur but? Leur but, ça a été de nous aider dans l'évolution de nos applications web. Et vous allez remarquer que un des frameworks, entre guillemets, du coup, une des librairies les plus utilisées, c'est la librairie React qu'on va étudier aujourd'hui. Alors, qu'est-ce que React va nous apporter? En 2013, Facebook sort React, donc ça devient utilisable par tous. Ça fait depuis 2011, je crois, qu'ils bossent dessus. Et en gros, React, son idée, c'est vraiment de vous aider sur le DOM. En fait, c'est de vous dire, arrêtez de faire des query selectors, arrêtez d'ajouter des event listeners, etc. Je vais gérer tout ça pour vous. Et comment React voit les choses? Eh bien, React vous dit, vous allez me décrire quelle interface vous souhaitez en fonction d'un état, c'est-à-dire en fonction de certaines données. Vous allez me dire quel bouton il faut, qu'est-ce qu'il faut. Vous allez me décrire l'interface que vous voulez. Et puis moi, je vais aller l'imprimer. C'est-à-dire que c'est moi, React, qui vais faire les query selectors, les add event listener, les remove event listener, etc. C'est moi qui vais gérer tout ça. Vous ne vous en occupez pas. Et donc, React vous propose de voir votre application comme un ensemble de composants. Et chaque composant, c'est quoi? C'est des données, des traitements et un affichage voulu. Et c'est React qui va gérer tout ça pour vous. Alors, quand vous faites du React, ce que vous voulez voir, quand vous voyez cette page web, là, par exemple, cette page-là, eh bien, ce que vous souhaitez, la façon dont vous devez la regarder, cette page, eh bien, c'est tout simplement sous la forme de plusieurs composants. Ici, en fait, vous pourriez la voir de cette façon-là. Vous avez un composant header, un composant dashboard, un composant newsfeed, un composant footer. Chacun d'entre eux va avoir ses données, ses interactions avec l'utilisateur, ses traitements et, du coup, son visuel. Et donc, vous allez pouvoir créer des fonctions, qu'on appelle des composants, qui vont expliciter le fonctionnement de chacune de ces sections ici que vous voyez là. Alors, plus encore, ces composants-là sont contenus dans un composant principal qu'on appelle souvent app, qui représente notre application. Et lui aussi peut avoir ses données, ses traitements, et du coup, son visuel. Son visuel, c'est ce que vous voyez juste en dessous, en fait. C'est le fait d'avoir un header, un dashboard, un newsfeed, un footer. Donc le composant app va définir à quoi ressemble votre application. Alors comment ça marche un composant? Vous vous rappelez, on a parlé hier, et notamment beaucoup dans le TP aussi, du flux des données dans une application front-end. Le JavaScript va posséder les données et les traitements, et il va projeter des données dans le HTML, et dans le HTML, on va pouvoir avoir des interactions avec l'utilisateur. L'utilisateur a cliqué ici, il a tapé dans tel input, etc. Et ces interactions vont pouvoir faire appel à des traitements dans JavaScript qui lui-même va mettre à jour les données et reprojeter ces données. Eh bien, React se base toujours sur ce flux-là, il n'y a pas de problème. Un composant React, c'est tout d'abord une présentation, voilà le visuel que j'aimerais avoir pour ce composant-là. Pour le header, il faudrait une photo là, une div ici, un titre ici, etc. Ce composant va aussi contenir des traitements, évidemment, et bien sûr, tout ça, le point central du composant, c'est ce que vous voyez là-bas, c'est l'état. L'état, c'est quoi? C'est l'ensemble des données dont mon composant a besoin pour fonctionner. Et donc, comment ça va marcher? C'est toujours pareil. Dans React, le but de la librairie, c'est que votre visuel se base sur les données et soit toujours synchronisé avec les données. Donc, vous allez avoir dans vos données, là, je ne sais pas, par exemple, un prénom Lior, et vous allez dire, ici, dans mon HTML, je vais avoir un titre, un bouton, et puis juste en dessous, un petit paragraphe où il y aura écrit, du coup, le prénom qu'il y a dans mes données. Donc, React va projeter la donnée prénom qui est dans votre état. Donc, l'état, c'est un autre mot qu'on donne pour des données, en fait. Donc, React va faire en sorte de projeter dans votre visuel le prénom à l'endroit où vous l'avez dit. Mais bien sûr, vous pourriez imaginer qu'il va y avoir une interaction dans le HTML à un moment donné. Par exemple, je vais avoir un bouton qui va modifier, dont le but est de modifier mon prénom. Donc, je vais cliquer sur ce bouton, ce qui va appeler un traitement dans mon composant React. Et ce traitement va pouvoir aller modifier mon prénom. C'était Lior, maintenant ça devient Joseph. Et que va faire React? L'engagement de React, c'est de vous dire que automatiquement, il va réagir, d'où le nom de React, il va réagir pour faire en sorte que si votre état a changé, si votre état change, il va mettre à jour tout seul comme un grand le visuel. Donc je vous avais dit, au début, l'état, le prénom, c'était Lior. Puis,
j'ai cliqué sur un bouton qui a appelé un traitement, et ce traitement a modifié dans mon état le nom qui est passé de Lior à Joseph. Ce que fait React, c'est qu'automatiquement, il dit, tiens, changement du prénom, c'était Lior, maintenant c'est Joseph, pas de problème, je te mets à jour ta présentation. Sans que tu aies à faire de document.querySelector, sans que tu aies à toucher toi-même à l'élément en question pour changer son contenu HTML ou je ne sais quoi. T'inquiète de rien, je m'occupe de tout. Alors, comment ça fonctionne, ça, si vous voulez? Pour que ça fonctionne, il faut absolument que React puisse savoir qu'il y a eu un changement. Là, le prénom était Lior, il est passé à Joseph, boum, React s'est mis en marche. Comment c'est possible? Alors, il lui faut une politique de détection du changement. Il faut qu'il soit capable de détecter le changement sur nos données. Alors, vous avez deux possibilités pour ça. Et React n'a pas choisi la première dont je vais vous parler, qui est la surveillance globale. C'est l'état policier dans votre application, quoi. Donc React n'a pas choisi cette surveillance globale des variables. En gros, c'était quoi l'idée? C'est de dire, les gars, je vais surveiller toutes les variables du programme. Toutes les variables, je les regarde. Voilà, je vois prénom égale Lior, je vois âge égale 35, je vois ceci. Et puis, toutes les 3 secondes, toutes les 2 secondes, toutes les secondes, je sais pas quand, je vais lancer un petit check et je vais aller regarder toutes les variables, voir s'il y en a une qui a changé. Et s'il y en a une qui a changé, je mets à jour le visuel. Non, React n'est pas parti là-dessus. Il y a d'autres technos qui sont partis là-dessus, notamment il y a Angular qui part un peu là-dessus aussi. Mais React, lui, il a choisi une autre solution. React, il a dit, dans tous vos composants, je vais vous fournir une fonction spécifique, un peu spéciale, que vous devrez appeler quand vous voudrez changer les données. De telle sorte que vous ne changerez jamais vous-même les données. Donc par exemple, vous ne ferez jamais prénom égale Lior et plus tard prénom égale Joseph. Non, non. Si vous voulez changer les données, appelez ma fonction qui est ici, là, setState. Appelez cette fonction setState. Comme ça, non seulement vous changez les données, mais en plus, du coup, vu que c'est un peu ma fonction, setState, vous me mettez, moi, React, au courant qu'une donnée a changé. Et donc, je peux déclencher tout de suite la remise à jour de l'affichage pour que quand quelque chose change, boum, vous le voyez à l'écran. Donc ça, c'est la détection du changement. Alors, je vais quand même vous donner quelques exemples avant qu'on en finisse. Alors attention, il y a des erreurs sur ces slides. J'aimerais que vous considériez que cette fonction ne s'appelle pas compteur en français, mais counter en anglais. D'accord? Vous verrez plus tard pourquoi. Donc ici, je vous montre votre premier composant. Vous vous rappelez ce dont je vous ai parlé quelques slides auparavant, tac, tac, tac. La présentation, les traitements, les données. Alors bien sûr, le point névralgique de votre composant, c'est les données, puisque c'est ça qu'on va regarder absolument pour savoir est-ce qu'on doit modifier l'affichage ou pas. Et donc, voilà un premier exemple ici. Hop, une fonction considérée qu'elle s'appelle counter. Vous voyez en tout premier la déclaration des données. Alors c'est un peu bizarre, mais ici ce qu'on fait c'est qu'on va expliquer que count, donc c'est un compteur en fait, hein. Count c'est la valeur du compteur, et on va expliquer que c'est un état, d'accord? Donc ce compteur, il ne faudra jamais le changer nous-mêmes, c'est ce que je viens de vous expliquer. Si on veut que la détection du changement marche bien, il faut que on passe par une fonction un peu spéciale. Alors moi ici, regardez ce que j'ai fait, c'est que j'ai créé une variable count, et j'ai aussi créé une fonction qui s'appelle setCount, qui me permettra de dire non seulement je vais faire évoluer le compteur, mais surtout je préviens React que le compteur a évolué, de telle sorte que React pourra mettre à jour l'affichage, vous avez bien compris. Alors, vous avez juste en dessous un traitement. Le traitement, qu'est-ce qu'il dit? Il dit qu'il va mettre à jour le compteur, il va incrémenter le compteur de 1. Mais attention, vous avez vu, je ne fais pas un count plus. De toute façon, ça serait interdit puisque mon count, ma valeur count ici, ma variable, c'est une constante. Je ne peux pas la toucher. Et tant mieux, je ne veux surtout pas qu'on touche à cette variable de façon incontrôlée. Cette variable, pour la faire évoluer, n'oubliez pas, nous appellerons la fonction setCount qui va nous permettre de faire évoluer la valeur de la variable count, mais surtout de prévenir React que tiens, il y a eu un changement, donc mets à jour s'il te plaît le visuel. Et ça tombe bien, on parlait de visuel, voici en dessous. Alors là, c'est une syntaxe un peu bizarre. Vous voyez, on a du HTML dans du JavaScript. Alors ça, ne filez jamais ce code-là directement à votre navigateur, il va vous exploser à la figure parce que le navigateur est strictement incapable de comprendre ce code. C'est pas possible. Parce que voilà, c'est pas du JavaScript. Ça, c'est de la syntaxe qu'on appelle du JSX. Et en gros, grosso modo, c'est l'idée que on pourrait faire du React sans ça. Hein. En fait, quand vous voyez une balise écrite comme ça en JavaScript, dites-vous que grâce à Babel, un autre outil, on va pouvoir traduire cette balise écrite dans du JavaScript en un appel d'une fonction qui s'appelle react.createElement. Donc je pourrais remplacer ce code-là par react.createElement, et c'est une fonction, et entre parenthèses, je lui passerai button, je lui passerai le fameux onClick, je lui passerai son contenu, etc., etc. Et donc vous voyez qu'en fait, une balise écrite en JSX, une fois qu'elle est traduite en JavaScript natif, ce qu'il faudra faire absolument avant de livrer ça à votre navigateur, eh bien, ça sera simplement traduit en un appel d'une fonction qui s'appelle react.createElement. Aussi simple que ça. Et donc, que dit ce visuel? Il dit, ben voilà, React,
tu vas afficher ce visuel-là. Alors quand React va effectivement intervenir sur la page pour afficher ce visuel, qu'est-ce qui va se produire? Eh bien, vous voyez que ici, on a une syntaxe qui s'appelle l'interpolation qui nous permet de dire à React, bah, tu vas afficher ici la valeur du count. Donc par défaut, c'est 0. Donc qu'est-ce qu'on va voir apparaître? Un bouton avec écrit compteur 2.0. Et mieux encore, vous voyez ici qu'on a un événement onClick. Donc ma main, elle passe pas là, hein, c'est la météo ici. Ma main, elle passe pas jusqu'au bout, mais vous voyez qu'on a un événement onClick qui va appeler la fonction increment. Et donc effectivement, quand l'utilisateur va cliquer sur le bouton, la fonction increment va être appelée. Et cette fonction, qu'est-ce qu'elle fait? Elle fait évoluer la valeur de la variable count grâce à la fonction setCount. Non seulement elle fait évoluer la valeur, mais elle prévient React qu'il y a eu changement. Donc setCount va faire évoluer la valeur, et comme React est au courant, tiens, il y a un changement, c'est plus 0, c'est 1. Il va réafficher le visuel, il va rafraîchir le visuel. Et donc, on va voir, nous, à l'écran, un bouton avec 0, on clique dessus, il y a écrit 1, on clique dessus, il y a écrit 2, on clique dessus, il y a écrit 3. On a une véritable réactivité de notre code, et vous voyez que dans tout ce code-là, à aucun moment je n'ai fait d'event listener, à aucun moment je n'ai fait de query selector, à aucun moment je ne m'embête avec le DOM. Je ne fais que décrire. Donc c'est vraiment une machine à état. Voilà, avec cet état-là, avec ces données-là, voilà ce que je veux voir apparaître. Je ne fais qu'une description, finalement, du visuel que j'aimerais avoir. Alors, là, c'est important. La slide est un peu mal amenée, mais c'est important que je vous parle des props. Alors, vous vous rappelez, hop, je vais essayer de revenir en arrière. Tac, 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 tac. Vous vous rappelez que je vous ai dit, une page web, vous la voyez sous la forme de différents composants. Mais ce qu'il faut comprendre, c'est qu'un composant peut lui-même, à l'intérieur de son code de visuel, de son code de rendu, faire appel à d'autres composants. Vous allez pouvoir imbriquer les composants les uns dans les autres. Et notamment, je vous avais déjà expliqué que, par exemple, vous aviez certes vos 4 composants, là, header, dashboard, newsfeed, footer, mais qu'ils étaient inclus dans un composant app, par exemple. Eh bien, imaginez que le composant app, il a des données, il a un état, il a des données, il a des traitements, et bien, il va pouvoir en faire profiter les autres, il va pouvoir en faire profiter finalement les autres composants qu'il contient. Alors, je reviens à la slide où on en était, et c'était la notion donc de props. Effectivement, vous pouvez très bien avoir un composant qui va faire appel à l'intérieur de son rendu à un autre composant et qui va pouvoir lui faire profiter des données et des traitements qu'il souhaite. Alors ça, on appelle ça les props, et je vais vous donner ici un exemple. Retenez toujours, la fonction ici ne s'appelle pas réellement compteur, hein, c'est moi qui ai fait une erreur, elle s'appellera counter, ok? Donc vous avez un composant compteur, avec un state qui représente un nombre, par défaut 0, une fonction incrément qui va incrémenter, et puis du HTML qui va dire, du JSX ici qui va dire, quand on clique sur le bouton, le compteur monte, etc., etc. Mais je peux très bien créer un autre composant, et pour ce faire, je vais me mettre sur le côté un peu. Cet autre composant, vous le remarquez, s'appelle counter collection. Qu'est-ce que j'attends de lui? J'attends de lui, donc vous voyez qu'il n'a pas d'état, il n'a pas de traitement particulier, j'attends juste de lui qu'il m'affiche 3 boutons de compte, 3 compteurs. Donc en fait, 3 fois le composant qu'on voit sur votre gauche. Et bien effectivement, pour ce faire, donc imaginez encore une fois qu'à gauche, la fonction s'appelle bien counter. Pour appeler ce composant dans le code de notre composant, il suffit de créer une balise counter, en fait, un élément counter. Alors regardez, ici, je vais un peu plus loin. Ici, je dis que j'aimerais passer à mon composant compteur, j'aimerais lui passer une initial value à 0 et un step à 1. Pareil ici, une initial value à 10 et un step à 1, et en dessous encore, une initial value à 10 et un step à 10. Donc mon but, c'est quoi ici? Mon but, c'est d'afficher 3 compteurs, donc 3 boutons. Rappelez-vous, c'est des boutons qui affichent compteur égale ceci, et quand on clique, ça augmente. Et moi, j'aimerais passer ces informations-là à mon compteur, à mon composant, mais j'aimerais qu'il puisse s'en servir. Alors comment est-ce que ma fonction à gauche va pouvoir voir cette fameuse initial value et ce fameux step que je lui passe? Eh bien, pour l'instant, il ne les voit pas, mais dites-vous simplement que React, lorsqu'il va interpréter ce code-là, il va effectivement appeler 3 fois la fonction compteur, counter qui est à gauche, et ces informations, initial value et step, il va les passer dans ce qu'on appelle les props. C'est un paramètre qu'on va recevoir, un paramètre dans notre fonction qu'on appelle par convention les props, mais vous pouvez lui donner le nom que vous voulez, vous pouvez l'appeler data ou details ou ce que vous voulez. Donc on appelle ça des props. C'est un objet qui va encapsuler, qui va contenir les informations qu'on a passées ici sous la forme qui ressemble un peu à des attributs HTML, vous voyez, initial value, step, donc c'est un peu des attributs HTML, mais ces informations vont être passées en paramètres de ma fonction dans un objet qu'on appelle les props. Et donc regardez mon composant à gauche, désormais, il n'a plus 0 comme valeur par défaut, il a, peu importe ce qu'on m'a passé dans initial value. Et puis regardez juste en dessous, il ne fait plus count plus 1,
il fait count plus ce qu'on m'a passé dans les steps. Ce qui fait que désormais, mon composant à gauche, mon compteur, est devenu hyper générique. Je peux l'appeler une fois pour avoir un bouton qui affichera 0 et qui montera à chaque fois de 1. Ou au contraire, je peux l'appeler pour avoir un bouton qui affichera dès le départ 10 et qui augmentera à chaque fois que je clique dessus de 1. Et encore une fois, je peux l'appeler avec un compteur qui commence à 10 et qui augmentera, pourquoi pas, de 10 à chaque fois qu'on clique. Donc vous remarquez, en fait, finalement, mon compteur est devenu hyper générique. Je peux désormais l'appeler pour l'afficher, donc c'est un bouton. Mais simplement, je peux modifier sa valeur par défaut et je peux modifier la façon dont il va augmenter. Ça, c'est incroyable et c'est donc les props qui me permettent de passer des informations à un composant que je veux utiliser. Alors, il faut quand même parler d'une notion, même si actuellement, elle ne vous sert pas à grand-chose si vous faites de l'informatique de gestion pure, d'accord ? Si vous êtes comme moi, vous faites pas des trucs incroyables avec des rafraîchissements toutes les millisecondes, un truc de fou, quoi. Mais malgré tout, il faut quand même en entendre parler, ne serait-ce que pour votre culture générale. Regardez sur la gauche, toujours encore une fois, ce composant de compteur que j'ai remis à son état initial, si ce n'est au niveau du rendu. Vous voyez en bas, le rendu, le visuel HTML que j'attends de ce compteur est plus compliqué qu'avant. C'est un élément div qui va contenir une balise strong, une balise span, et là vous voyez je commence à vous introduire à l'affichage conditionnel, c'est-à-dire je dis si le compte est égal à 0, j'afficherai le texte à l'arrêt, sinon j'afficherai le compte, et ensuite en bas encore je vous dis si le compte est inférieur à 10, alors j'afficherai le bouton, sous-entendu s'il est égal ou supérieur à 10, je n'afficherai plus le bouton. Quand React va lire ce code-là que je vous montre à gauche, bon, même pas encore une fois, mais ce code à gauche là-bas, quand il va le lire, en fait ce qu'il va faire c'est qu'il va remplacer, rappelez-vous, le JSX par des create elements. Il va se représenter un arbre d'éléments. Il va dire, OK, ce composant, actuellement, sa donnée count est égale à 0. Donc, quels sont les éléments que la personne veut, que le développeur veut que j'affiche à l'écran ? Ce qu'on veut afficher, c'est un élément div qui contiendra un élément strong, qui aura à côté de lui un élément span dont le texte sera à l'arrêt, et en dessous, un élément bouton. Maintenant, imaginez. Donc, dans la mémoire, React va garder cet arbre et il va aller l'imprimer sur la page. Ça y est, c'est visuel, c'est sur la page. Mais il l'a aussi en mémoire. C'est ce qu'on appelle le DOM virtuel, ok ? Ce qui va se passer quand je vais cliquer sur le bouton dans ma page, c'est que React va voir, vous savez, il va y avoir ce fameux changement d'état, détection de changement, et React va dire « Ah, il faut re-rendre le composant ». Et donc, imaginez qu'on en est au moment où j'ai cliqué 3 fois et je suis à la valeur 3. React regarde encore une fois le code qui est à gauche et il va dire « Ok, ça me donne quoi ça ? Ça me donne un élément div qui contient un élément strong, un élément span qui contiendra 3 et un élément bouton. Et ce que va être capable de faire React, c'est qu'il va dire attends, à quoi ça ressemblait juste avant ? C'est ce qui est en haut. Et à quoi ça ressemble maintenant ? C'est ce qui est au milieu. Donc React va faire ici ce qu'on appelle une réconciliation. Il va pouvoir être capable non pas d'aller sur le visuel pour tout écraser, pour juste le fait que le seul changement qu'il y a eu, c'est quoi ? C'est que le compteur, il était à 0, à 1, à 2, et maintenant il est à 3, d'accord ? Il va pas aller tout réécraser dans le DOM, parce que ça prend beaucoup de performance, tout ça. Qu'est-ce qu'il va faire ? Il va tout d'abord dire, bon, qu'est-ce qui change entre le premier arbre et le deuxième arbre ? Il va se rendre compte que finalement, la seule chose qui change, c'est la valeur 3 ici. Et donc, qu'est-ce qu'il va faire ? Il va juste aller modifier le petit 3, tout simplement. Il va gagner en performance. Maintenant, imaginez, je clique, et j'arrive à la valeur 10. N'oubliez pas à gauche, quand j'arrive à la valeur 10, il y a quelque chose de spécial qui va se passer. React va dire, tiens, on a changé, on était à 9 et maintenant on est à 10. Donc, détection du changement, donc réévaluation de ce qu'il faut afficher. Il va voir le code à gauche, ils vont déduire, ok, il me faut un élément div, il me faut un élément strong, il me faut un élément span qui va contenir 10, et le bouton, non. Le bouton, il ne le faut pas parce que j'avais dit que je ne l'aurais que si le compteur est inférieur à 10. Et là, encore une fois, React est capable de faire une réconciliation entre l'arbre virtuel précédent et l'arbre virtuel souhaité aujourd'hui. Et donc, qu'est-ce qu'il voit ? Il voit qu'il ne faut plus le bouton et il voit que le texte du span doit changer. Donc, voilà les seules interactions qu'il aura avec le DOM pour espérer, du coup, justement, espérer optimiser un peu les accès au DOM qui prennent de la ressource et qui prennent de la performance. Alors, vous l'aurez constaté, évidemment, depuis hier, on discute beaucoup d'outillage, parce que je vous ai expliqué que l'arrivée de Node dans l'écosystème JavaScript a bouleversé aussi les pratiques dans le développement web. Alors c'est bizarre, c'est Node qui est du développement du coup hors web en JavaScript, quand il arrive, bouscule les codes aussi dans le développement web. Pourquoi ? Parce qu'on arrive avec des outils, un outillage particulier, et pour React, vous l'avez vu, on écrit ce JSX, ce genre de HTML qu'on écrit directement dans le composant React, qui est en fait juste un sucre syntaxique, puisque en réalité, vous pourriez l'écrire
sans le HTML à l'intérieur du JS, ça serait beaucoup plus compliqué. Mais donc, ça nécessite malgré tout un outillage particulier. Je vous montre ici le logo de la librairie Babel. Babel qui va être capable du coup de lire ce fameux code JSX qui n'a aucun sens en JavaScript, c'est-à-dire que si vous le donnez à votre navigateur, il va exploser et qui doit donc être traduit au préalable. Donc en fait, ce qu'on va faire, c'est qu'on va utiliser Babel pour dire voilà, moi je code avec du JSX, mais par contre, je ne peux pas livrer ça dans mon navigateur. Donc j'utilise Babel pour créer un fichier issu de mon code, qui n'est pas donc mon code sur lequel je travaille, c'est un fichier qui est issu de mon code et qui va aller afficher, qui va aller du coup contenir la traduction de ce JSX en JavaScript. Donc on va beaucoup utiliser Webpack et Babel quand on va vouloir utiliser React. Alors vous avez des outils qui vont vous permettre de ne pas vous en faire avec cette configuration de base de Webpack et de Babel. En gros, des outils qui vont envelopper tout ça pour que vous n'ayez pas de mal à faire de la config. Typiquement, vous avez une ligne de commande qui est très connue qui s'appelle Create React App. Oula, je vais le dire en anglais mieux. Create React App. Et du coup, cette ligne de commande va vous permettre de mettre en place toute la config Babel, toute la config Webpack sans avoir à y toucher. Donc vous codez directement, vous êtes tranquille. Mais voilà, malgré tout, il y aura besoin d'outils par rapport à ça. Alors, oui, c'est ça. Alors, malgré tout, React, rappelez-vous, ne répond qu'à une ambition. Je vous aide avec le DOM, c'est tout. Je vous aide à afficher des choses. Vous avez des calculs à faire, c'est pas mon problème. Vous avez des dates à gérer, c'est pas mon problème. Vous avez des requêtes HTTP à faire, c'est pas mon problème. Vous avez même du routing à faire, c'est pas mon souci. Donc ça veut dire que React quand même est très centré sur la gestion du DOM. Alors malgré tout, dès que c'est sorti, c'est devenu une des librairies les plus populaires, beaucoup plus populaire que les autres. Et tout de suite, on a eu un écosystème très très riche de développeuses et de développeurs qui se sont dit, bah attendez, moi je viens de créer un composant dashboard qui permet d'afficher ceci, cela, c'est assez générique. Bah tenez, je le partage à la communauté, vous faites npm install dashboard et boum, vous avez mon composant, vous pouvez l'utiliser dans votre projet. Et il y a des gens comme ça qui se sont mis à créer des librairies qui contiennent des composants React qu'on va pouvoir du coup importer dans notre projet et réutiliser sans recréer la roue. Et notamment, vous avez des librairies qui sont venues vous aider à faire des animations et des librairies typiquement qui sont venues aussi vous aider à mettre en place, pourquoi pas, du routing dans votre application. C'est la fameuse librairie React Router que vous verrez dans le TP suivant. Alors, est-ce qu'on a des documentations? Oui, on va pouvoir apprendre à faire du React sur la documentation officielle reactjs.org qui est extrêmement claire et que je vous encourage à consulter pour vous lancer. Et puis, bien évidemment, le patron GraphiCart qui va vous donner des billes aussi, sa formation React. Nous, le TP, on va pas aller très loin. La formation de React de GraphiCart va beaucoup plus loin et donc vous pourrez en apprendre beaucoup plus là-dessus. Alors bien sûr, après, il y a toutes les formations payantes sur Udemy et ailleurs que je vous encourage à aller consulter éventuellement aussi. Est-ce que vous avez des questions sur le... Je regarde le chat sur le Zoom. A priori, pas de questions à l'écrit. Non, ça va, c'est clair. Ok. À l'oral, personne n'a de questions au niveau du Zoom? Pas de questions une fois? Pas de questions deux fois? Je regarde le chat. Non, mais c'était clair. Ok, c'était clair. Très bien. Donc, il est temps de découvrir par la pratique en allant sur le TP bit.ly/tp-react, encore une fois un TP écrit avec la communauté de Twitch. Donc ça vous prendra un certain nombre d'heures, je pense. Et puis on pourra passer ensuite au chapitre suivant qui sera la découverte d'Angular. Donc a priori après-demain, je pense qu'on fera le cours magistral sur Angular. Mais d'ici là, donc, vous avez le TP à réaliser, vous avez tout qui est écrit dans la doc, vous pouvez facilement donc suivre l'évolution du truc pour découvrir React. Et si vous avez la moindre question, moi je reste en direct avec vous pendant tout le reste du temps imparti. Et du coup, allez, on s'y met, on commence le TP.